Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes pour accueillir tout le monde. Waouh, c'est impressionnant côté. Je ne sais pas si vous avez ça aussi côté conférencier, mais du coup, on a le nombre de spectateurs qui est updaté en temps réel et ça monte très très vite. Bonjour à tous. Bonjour Bénédicte, Benjamin, Aurélia, Aude. On va pas pouvoir dire bonjour à tout le monde. Mais en attendant, je peux peut-être vous dire pour ceux qui ont le peu dont c'est la première conférence Zoom, vous avez accès à un chat de questions-réponses dans lequel vous pouvez bien sûr nous poser des questions tout au long de la conférence. On va se garder à la fin 10 grosses minutes pour pouvoir prendre les questions qui sont les plus votées parce que vous pouvez voter directement dans le petit chat sur les questions qui sont déjà posées. Et n'hésitez pas, on prendra les questions à la fin, celles qui ont généré le plus d'attention. Et puis, si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On verra si par la suite, on ne peut pas faire un blog post ou y répondre en demandant rapidement à Marie, Jérémy et Déborah d'y participer. Et pour ceux qui doivent partir en plein milieu, qui ne peuvent pas rester, ne vous inquiétez pas, on enverra par la suite un email avec le recording et un petit blog post récap. Donc voilà, ça continue de monter, donc j'attends encore 2-3 minutes avant de demander à Marie, Jérémy et Déborah de se présenter. Hop, ça continue. Coucou tout le monde, coucou Rémi. On a des petits messages déjà, ça fait plaisir. Dites-nous si vous avez déjà des grosses attentes, des grosses questions que vous vous posez. Peut-être il y en a qui sont venus pour « je veux avoir ma réponse à cette question ». On va peut-être expliquer juste 2 secondes. Ah, bonjour de Lyon, Karine, bonjour. On va peut-être expliquer pourquoi Jérémy est dans ce décor. Vas-y, parce que tu as clairement le fond d'écran le plus original et ce n'est pas un fond d'écran Zoom, c'est ton vrai spot. Exactement, ça pourrait. Non, je suis dans ma voiture. Là où je suis, je capte pas. Et là où je suis, mes enfants, eux, captent tout très bien. Donc voilà, pour ces deux raisons et pour le bien de vos oreilles à tous, je suis dans ma voiture là pour la prochaine heure, on va dire. Voilà, mais ça change le cadre. C'est ça. Et en plus, donc ça va être le premier webinar où tu vas conduire en même temps. Donc, ça va être incroyable. Écoute, je ne le souhaite pas, mais ça m'est Là, ça va arrivé. devenir dangereux. C'est ça. Est-ce que tu as ton attestation? J'ai mon attestation qui est juste à côté de moi. Alors, on a une Je première crois. question de Chloé. Bonjour, est-ce que le webinaire est enregistré? Oui, il est enregistré. Du coup, je fais un petit reminder à Sarah qui est derrière la plateforme et qui va nous enregistrer tout ça et qu'on vous enverra ainsi qu'un récap écrit pour ceux qui ne veulent pas regarder toute la vidéo. Voilà. Donc, Chloé, tu as été la première à utiliser le chat, enfin les questions-réponses et ça a très bien marché, donc merci. Hop, et après, on a toutes les questions en bas à droite. Ça marche vraiment nickel. Bon, on va commencer, vu que même si ça continue de grimper, on va commencer par se présenter, vu qu'on va essayer quand même de rentrer dans les clous niveau timing et qu'on a plein de choses intéressantes à vous dire. Du coup, avant de présenter, de laisser nos fabuleux speakers se présenter, je vais juste me présenter hyper rapidement. Donc, je m'appelle Kevin, je fais partie de l'équipe Growth Marketing chez Alan. Je suis arrivé il y a 3 ans, donc juste avant Deb, qui nous accompagne ici et parmi les 10 premiers. Et nous, chez Alan, ce qu'on fait, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. On essaie de construire l'assurance santé qui fait gagner du temps, un temps fou sur les tâches administratives aux équipes RH et qui leur permettent de prendre soin de leurs salariés. Comment on fait ça? Là, l'exemple qui a fait pas mal de bruit la semaine dernière, c'est qu'on essaie de s'adapter au Covid et on a permis au RH de commander
gratuitement des masques pour préparer leur retour au bureau et le retour des équipes au bureau. Donc, voilà un exemple de ce qu'on essaye de faire. Et puis, je crois que Jérémy, d'ailleurs, chez Welcome, bah, vous êtes utilisateur. Donc, si tu es J'ai ravi, commandé. voilà, n'hésite pas. Super. Mais du coup, tu vous rentrez au bureau ou tu les as commandés pour, euh, pour le bureau pour une réouverture progressive? Nous, on réouvre les bureaux le 1er juin. Ok, ça marche. Voilà, on Euh, s'approche. Voilà, nous, juste pour vous dire rapidement l'idée derrière ce webinaire, c'est que notre vie a beaucoup changé en tant que boîte, que ce soit de mon côté salarié, depuis qu'on est en télétravail et depuis qu'on est confiné, mais surtout côté RH, et ça a beaucoup changé le quotidien de Déborah qui est avec nous. Et du coup, on s'est dit, et si on allait chercher des boîtes qu'on aime beaucoup, qu'on admire aussi en termes de culture, en termes de marque employeur RH, et qu'on allait leur poser les mêmes questions que celles qu'on s'était posées jusqu'ici. Donc, on a contacté Klaxoon et Welcome to the Jungle. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir Marie et Jérémy avec nous. Et donc, Marie, si je peux te laisser te présenter en 2 minutes et nous présenter Klaxoon. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie de Klaxoon, comme l'indique mon t-shirt, effectivement. Tu le disais quand on s'est connecté il y a quelques minutes. Donc je suis évangéliste chez Klaxoon. Alors ça paraît un nom un peu bizarre, mais c'est très simple en fait. C'est un mix de communication et de marketing au sein de l'entreprise. Et puis surtout à l'extérieur, c'est en fait prendre la parole et pouvoir partager au plus grand nombre tout un tas de choses sur Klaxoon. Et du coup, en 2 mots, pour ceux qui découvrent Klaxoon aussi au travers de ce webinaire, Klaxoon, c'est en fait toute une suite d'outils qu'on a créés en 2015 et qui permettent d'améliorer l'efficacité du travail en équipe. Donc que ce soit à distance comme on l'est tous là aujourd'hui, mais aussi en salle. Et en fait, Klaxoon va venir outiller tous les moments où une équipe elle va travailler ensemble. Donc ça peut être des réunions, ça peut être des ateliers de travail, ça peut être de la gestion de projet, de la formation, de l'animation d'équipe, tous ces moments-là. Et dans ces moments-là, en fait, on va faire en sorte avec Klaxoon que tous les gens qui participent puissent partager leurs idées, arriver à améliorer le processus de décision et puis raccourcir ces moments-là pour qu'ils soient vraiment efficaces. Voilà en 2 mots, rapide. Ok, super. Du coup, Déborah, pour continuer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, absolument. Du coup, merci à tout le monde. Je m'appelle Déborah, donc je travaille sur les sujets talent et people chez Alan depuis 2 ans et demi. Et donc, c'est le moment où mon fichier arrive, je savais. Nickel, vas-y, C'est du live. C'est clair. Et donc, j'ai vu l'équipe grandir de 14 personnes à 200 personnes, évidemment, ce qui est très chouette, une aventure que, du coup, avec Kevin également. Voilà. Jérémy? Ouais, bonjour à tous. Jérémy, je suis un des fondateurs de Welcome to Jungle. C'est un projet qu'on a démarré il y a 5 ans. Nous, notre envie, elle porte sur un sujet qui est l'expérience de travail, qui est sûrement un sujet dont on va parler juste après. Notre souhait, c'est de repenser cette expérience, essayer d'apporter des choses concrètes à la fois aux entreprises et aux personnes qui la vivent. On a démarré ce sujet parce qu'il nous semblait clé, qui était l'amont. Et donc, la première rencontre et l'expérience candidat. Et donc, on a créé une plateforme de recrutement et un média sur le travail qui porte notre nom. Et aujourd'hui, on s'intéresse autant à ça aussi qu'à la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'une personne est embauchée, qu'elle rejoint une entreprise. Je pense que l'onboarding, par exemple, c'est un sujet complexe mais clé en ce moment, mais aussi d'autres sujets comme la formation continue, etc. Ce sont aujourd'hui nos sujets chez Welcome. Voilà, et on est 150 personnes et on a encore pas mal déjà de gens qui arrivent en ce moment. Et du coup, à tous ces sujets de repenser notre orga avec ce contexte-là, c'est des sujets assez passionnants. Carrément, on va en parler. Du coup, juste en intro, avant de vous poser la première question, nous, depuis le début de la crise, je pense qu'on n'a jamais vu sur notre Slack, en tout cas, les équipes RH aussi présentes.
Non pas qu'elles n'étaient pas à notre dispo avant, mais en tout cas, elles ont eu un rôle décisif, que ce soit au début du confinement ou là pour préparer la suite. Et ça nous a beaucoup aidé. Moi, je peux parler en tant que salarié, en tant qu'individu. Le quotidien était bouleversé. On a vraiment dû s'adapter très rapidement. On s'est parfois un peu senti perdu parce que on a eu, j'imagine comme vous tous, des ups and downs. On était très, très down à un moment, puis maintenant on voit peut-être la sortie. Puis il y a toujours cette incertitude en fait qui rend vraiment très compliqué le job de chacun, qu'on soit en marketing, en sales, dans l'équipe produit. Beaucoup de choses vont changer au quotidien, que ce soit nos objectifs, les objectifs de la boîte, etc. Et nous, ça nous a renforcé dans la conviction que côté RH, plus que jamais, et vous avez pu le suivre sur notre blog depuis bien des années, pour nous, le champ des responsabilités RH, il s'est élargi, il va maintenant bien au-delà du recrutement, des sujets purement administratifs. Ça avait bien sûr commencé avec le bien-être au travail qui est devenu un vrai focus des RH depuis quelques années. Mais là, je pense que ça va être boosté beaucoup plus. Du coup, si on rentre dans le concret, Marie, Jérémy, Deb, qu'est-ce qui a radicalement changé dans vos missions RH depuis les dernières semaines? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus frappé s'il y avait un avant-après? Peut-être Marie, si on commence par toi. Ouais. Des choses. Alors, moi, je prendrais le côté mission RH dans la globalité parce qu'il y a ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, il y a le côté mission RH en tant que tel sur les équipes RH et puis il y a ce que chaque manager et chaque équipe va porter aussi de ces missions-là puisque c'est aussi très diffus. Et nous, il y a une chose qu'on a vraiment observé à la fois chez nous puis aussi beaucoup chez nos clients, c'est un vrai besoin de synchroniser. Parce que quand on est tous au bureau, même si on en a quelques-uns, parce qu'on en a tous dans nos organisations aujourd'hui, plein de gens aussi qui sont à distance, c'est assez facile de pouvoir se voir, se parler, synchroniser, se dire tiens, t'en es où de ça, etc. Sauf que là, en étant tous à distance, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un vrai besoin de partage, un vrai besoin de se dire est-ce qu'on va dans le même sens, est-ce qu'on synchronise aux actions, etc. Sauf que ce qu'on a observé les premiers temps, c'est que tout le monde est en visio. Et donc, c'était trop envahissant. Les moments de synchro, ils étaient épuisants, envahissants, on n'en pouvait plus. Et pourtant, ces moments-là de synchro, ils sont aussi, ces moments où on se voit, où on partage en réunion à distance, ils sont aussi hyper importants pour la fonction sociale de connexion en fait, des équipes. Donc, ce qu'on a vu très rapidement, ce qu'on a observé qui a radicalement changé, c'est qu'en fait, les équipes se sont vraiment concentrées à avoir des temps de synchronisation focalisés sur un partage efficace et une prise de décision et tout le reste traité de manière asynchrone. Donc en fait, là où au départ on a vu cette grande entonnoir, on y va, on se réunit tous de 8h à 18h, on est en vision, on se voit. Voilà, ça pouvait pas fonctionner. Donc en fait, on a vu une marche arrière et du coup des équipes qui synchronisent par exemple le matin, 30 minutes, qui font un point, qui disent OK, où est-ce qu'on en est, on prend ces décisions-là et après par beaucoup plus petite maille d'équipe, on peut se faire des choses sans se voir forcément. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a observé sur cette période et qui, pour nous, a vraiment radicalement changé. Super clair. Jérémy, est-ce que tu as quelque chose qui a complètement changé depuis le début? Déjà l'endroit où je fais mes réunions. J'allais dire à part la voiture, effectivement. Mais à part ce point, je pense, nous peut-être pour un peu de contexte, je pense qu'on fait partie d'entreprises où le passage au télétravail à 100% était plus ou moins facile parce qu'on avait déjà mis en place pas mal de choses. On a 25% de notre équipe qui à la base est en full remote en permanence du coup, et les gens font jusqu'à 50% de télétravail. C'était déjà le contexte. Donc ça, ce passage-là, en tout cas en termes d'organisation, c'est fait plus ou moins facilement, même si en fait, nous on voit que l'impact en fait sur les équipes, c'est plus le principe du confinement que le fait de travailler chez soi. Il y a une différence. Nous, ce qui est flagrant, c'est qu'on voit que le sujet clé qui ressort, c'est qu'on retrouve l'importance absolue de la communication interne et que en fait, ça devrait être un sujet clé et la première priorité. En tout cas, moi, c'est ma priorité absolue depuis le début. Et je me rends compte que ça aurait dû l'être aussi bien avant pour faire passer les messages, pour que les messages soient clairs dans une période d'incertitude. Donc, toute la précision qu'on peut apporter permet de contrebalancer une situation qui est stressante pour tous. Et nous, c'est particulièrement flagrant parce que
en fait, depuis 1 an et demi chez Welcome, on a fait le choix de faire suivre la boîte par un cabinet de conseil en externe, par un psychologue et par une chercheuse. Et du coup, qui fait des entretiens qualitatifs et des sondages réguliers aux équipes pour voir comment les équipes vont et comment elles s'adaptent en fait à leur contexte. On avait démarré ça il y a un peu plus d'1 an parce qu'en fait, il y a 1 an, on est passé à la semaine de 4 jours. Donc, un changement assez fort, on va dire, d'organisation. Et donc, on souhaitait le faire. Et là, on a basculé un peu l'étude vers l'impact de la crise. Et on voit que les principaux sujets, c'était des sujets de communication interne et de bien expliciter ce qu'on fait. Ça rejoint ce que je pense que tu disais, Marie. Donc, les principaux sujets, les défis qu'on a vus dès le début, le premier, c'était le manque d'information entre les équipes. Une tendance naturelle, en plus, comme on est tous loin, de dire bon, bah, je vais bosser avec mes proches, comme d'ailleurs je vis avec mes proches. Et du coup, la tentation du silo, elle est extrêmement forte. Et donc ça, c'est quelque chose qui était important. Et nous aussi, on a vu un autre sujet clé que d'ailleurs Albert, qui est psy, qui nous accompagne sur tout ça, l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Mais c'est là, au bout d'1 mois et demi en particulier, c'est la difficulté de fonctionner beaucoup en communication instantanée ou même asynchrone par écrit, qui peut créer facilement en fait de la frustration, de la mauvaise interprétation des propos de chacun, parce qu'en fait on est tous, encore plus quand le contexte perso est difficile, on se dit tous mais attends, pourquoi il m'a écrit ça comme ça, et donc du coup hyper important de savoir bien communiquer, d'évacuer les frustrations et d'arriver à trouver un mode de partage d'infos qui soit clair pour tous. Ouais, Donc très ça, clair. c'était voilà, les gros sujets du début. Super intéressant, surtout le fait que vous ayez fait venir un psy même avant ça pour suivre les équipes. Je pense que c'est hyper intéressant. Sur la cohésion et la communication entre les équipes, peut-être Deb, tu as quelque chose bien de chez nous à nous partager qui a bien changé. Je pense que surtout ce qui a été important pour nous, c'était d'abord de prendre la mesure de l'équipe plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas de psychologue en interne, même si je pense que c'est une super idée. Mais effectivement, on s'est pas mal appuyé de questionnaires hyper précis pour comprendre les situations individuelles d'isolement, de garde d'enfants, de confort, d'état d'esprit, etc. Et on a continué de traquer nos indicateurs habituels. On utilise un outil qui s'appelle Office Vibe et qui est très cool pour ça. Et surtout pour rester au plus proche de l'équipe, parce que je pense que c'est assez facile en fait finalement d'avoir un peu un biais de sa propre situation et de l'appliquer et d'imaginer que tout le monde la vit de cette manière-là. Donc c'était important pour nous vraiment de comprendre qui est tout seul chez soi, qui a vraiment des difficultés dans leur famille, voilà, des choses qui étaient assez concrètes. Et je pense que ça nous a surtout amené à se reposer un peu la question des priorités. C'est vrai qu'on a forcément dû regarder plutôt les besoins un peu basiques à la base de la pyramide de Maslow, en travaillant déjà sur les besoins primaires comme Internet, la cantine, enfin, comment est-ce qu'on fait continuer à marcher ces choses-là, mais aussi par rapport à l'espace de travail, parce que pareil, c'est facile d'imaginer que tout le monde a une chaise confortable et un bureau sur lequel travailler. J'ai fait mes 3 premières semaines de confinement à travailler sur un carton, parce que je venais juste de déménager. Donc voilà, je pense que c'était hyper important pour ça, et on a aussi dû se poser la question très concrète et hyper rapidement, comme d'autres j'imagine, mais des nouveaux arrivants, parce qu'on a eu 33 personnes qui ont commencé depuis le début du confinement, dont certains qui ont commencé, dont une grosse dizaine qui a commencé le lendemain de l'annonce. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour leur envoyer les ordis à leur domicile, etc. C'était effectivement pas simple, et on a dû vraiment réfléchir à ces besoins basiques, mais tout en se posant la question aussi, comme tu disais Kevin, du coup, de la partie plus cohésion d'équipe, donc comment prendre le relais sur des choses qu'on faisait et qui plaisaient beaucoup à l'équipe, les cours de sport, les team drinks, etc. Donc on a essayé d'être assez créatif. Et je pense que notre équipe Office en particulier a beaucoup bossé sur cet aspect-là, en donnant beaucoup de conseils à l'équipe, en listant pas mal de ressources, ce qui était important, je pense. Et on a aussi créé une channel Slack où justement les gens pouvaient partager un peu l'expérience du work from home, à la fois sur des aspects, comment est-ce que un tel ou un tel travail,
voilà, des photos, des situations un peu ubuesques qu'on a parfois. Et on a aussi lancé une petite série vidéo récemment pour rendre le truc un peu plus vivant, pour que les gens puissent justement avoir des conseils sur ce travail en remote un peu plus concret de la part d'autres aligners. Cool. Je propose qu'on fasse un petit focus sur l'onboarding des nouveaux arrivants. Je sais que ça a été le cas aussi chez Klaxoon et chez Welcome. Et donc, ça peut paraître vraiment bizarre, mais on a réussi, en tout cas chez Alan, comme Déborah l'a dit, à onboarder des gens totalement à distance. Donc moi, par exemple, Sarah, qui prépare ce webinaire avec moi, ça fait 1 mois qu'elle est arrivée chez Alan et je ne l'ai vue que pendant son entretien d'embauche. Et pourtant, je ne sais pas comment vous avez fait, Deb, bravo. J'ai l'impression ou en tout cas, c'est nos méthodes de travail, mais j'ai l'impression de très bien la connaître et de bosser avec elle comme au bureau. Du coup, peut-être Marie, est-ce que vous avez des astuces ou même des process en place qui ont permis d'onboarder à distance les gens de manière efficace? Ouais, on avait déjà un process d'onboarding assez calé qui permettait en fait, enfin qui permet toujours, parce qu'on on a aussi onboardé pas mal de personnes là depuis le début de la période. En fait, un processus qui te permet à la fois quand tu es nouvel arrivant d'être onboardé par rapport à la culture de l'entreprise, donc avec un père, un parrain, tout un tas de rituels en fait, de jeux, de défis, pour du coup pouvoir rencontrer très rapidement dans ton premier mois le maximum de gens en dehors de ton équipe pour justement éviter, je rejoins ce que tu disais Jérémy, ce côté silo et se dire non, je peux poser des questions en dehors de mon équipe et je peux interpeller les autres. Et puis aussi un onboarding sur l'équipe, sur ton métier, etc. Donc on a gardé ça, on utilise, pour une fois c'est des cordonniers qui sont bien chaussés, on utilise évidemment Klaxoon pour le faire, tant qu'à faire. Donc avec pas mal de contenu à voir, de contenu aussi à produire par le nouvel arrivant. Et en fait, on se rend compte que dans cette période à distance, on a gardé en fait le même niveau d'onboarding. Les gens, comme tu le dis, moi, il y a aussi des gens dans mon équipe qu'on a découvert en même temps que l'onboarding et avec qui on travaille effectivement de manière très fluide, comme si on s'était déjà vu. Donc, on se rend compte en fait que ces barrières en fait de distance, elles tombent. En fait, on se rend compte que si on accélère en fait ça, on se rend compte qu'on arrive aussi bien à faire à distance. Alors, c'est vrai qu'il manque le contact physique, le fait l'informel, de la machine à café, etc. Mais on arrive très bien finalement à onboarder et à accompagner des nouveaux collaborateurs à distance pour du coup aller de l'avant et avancer ensemble et continuer de grandir malgré le contexte en fait. Jérémy, même question. Ouais, on a accueilli une dizaine de personnes là, depuis le début du confinement. Nous, pareil, l'onboarding, c'est un sujet sur lequel on a mis énormément d'énergie depuis le début de Welcome. Tellement d'énergie d'ailleurs on a voulu en faire un produit là qu'on a d'ailleurs lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Welcome Home. C'est un nom qu'on a choisi il y a 1 an, je précise, mais parce que du coup le nom fait très bizarre en ce moment. Mais bon, parfois on ne choisit pas son contexte. Mais c'est vrai que nous, on avait un onboarding qui était assez poussé. Nous, le premier mois de la vie de chaque personne chez Welcome, ils font une sorte de vie ma vie dans chaque équipe. Il y a énormément de choses qui sont partagées. Donc, on a transformé ça en ligne, quoi, à distance. En plus, on a notre produit maintenant qui permet aussi de faciliter la compréhension de l'équipe, qui fait quoi et qui est qui. C'est quand même souvent une question. Voilà. Après, aujourd'hui, nous, en tout cas, moi, mon sentiment, et en plus, on a un bon poste d'observation, on va dire, des pratiques et sur ce sujet, parce qu'on a échangé avec beaucoup d'entreprises sur ça. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les entreprises réussissent à bien gérer l'onboarding pour comprendre son métier. Mais quand même, en fait, il y a encore une partie qui est difficile, c'est la culture, quoi. C'est comment donner un sens enfin, c'est presque physique, en fait, la culture d'entreprise parfois. La faire retranscrire à des gens en onboarding uniquement à distance. Voilà, nous, on trouve que ça reste la partie pas encore très facile à faire. Et là, honnêtement, nous, on n'a pas encore trouvé la solution idoine, quoi. Ok, très clair. Peut-être dans les côtés positifs, si on reste un peu dans ce qui s'est bien passé pendant le confinement, est-ce que vous retenez des opportunités qui ont émergé à cause du Covid, à cause du confinement, et que vous voulez garder, intensifier pour après, pour les prochains mois, voire même pour le déconfinement et quand on aura, je l'espère, tous nos bureaux?
Peut-être Marie. Alors des opportunités, en fait, il y en a une qui s'est accélérée, je pense. En fait, chez Klaxoon, là, aujourd'hui, le sujet cœur, c'est comment est-ce qu'on s'organise efficacement. Donc, en fait, c'est vraiment dans l'ADN du produit, de l'équipe. Ça fait des années qu'on le fait, qu'on le pratique chez nous. Moi, par exemple, ça fait 10 ans que je télétravaille, donc c'est sûr que il y a des choses qu'on peut aussi dispenser. Et du coup, l'opportunité qu'on y a vue, on le faisait déjà avant, mais ça s'est encore plus accéléré. C'est vraiment de transmettre ça, en fait, au plus grand nombre. Donc de se dire finalement, comment est-ce qu'on fait les bonnes pratiques, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut donner des modèles aussi aux gens pour se dire, alors nous on en donne, mais on a aussi toute une communauté aujourd'hui qui travaille de plus en plus à distance et qui du coup fait des modèles. Vous pouvez faire une réunion d'équipe, voilà, vous voulez faire un atelier de travail, voilà le modèle. Et en fait, du coup l'idée c'est vraiment de partager au plus grand nombre. Là aujourd'hui, d'ailleurs on a lancé un grand programme d'aide à la mise en place du télétravail. Aujourd'hui, sur la période, on a absorbé 5 fois plus de demandes. Et aujourd'hui, c'est 1000 personnes, enfin 1000 équipes plutôt par jour qui sont accompagnées. Et en fait, ce qu'on voit de ça, c'est qu'avant, ce type de programme, de changement de méthode de travail, etc., ça pouvait prendre quelques semaines, voire quelques mois. Et aujourd'hui, il y a un tel besoin, il y a un time to market qui est 10 fois plus petit, en fait, qui font comme neige au soleil, si je puis dire. Et donc, en fait, on voit bien que la transfo, elle est assez rapide, en fait. Les gens ils disent, OK, je prends, j'ai compris, et bam, le bénéfice, il arrive directement parce que l'après-midi, je suis en capacité de faire des choses. Donc, cette opportunité, en fait, c'est l'opportunité de partager encore davantage ce que peut faire une communauté d'utilisateurs, ce que nous, on peut faire pour, du coup, aider le plus grand nombre à du coup, transformer sa manière de travailler. Ça, c'est vraiment une opportunité qu'on avait déjà vue, qu'on faisait déjà, mais qui s'est fortement accélérée, en fait, avec ce confinement. Cool. Déborah, peut-être raconter ce qui s'est passé chez nous, chez Alan. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on essaie du coup de trouver de positif dans tout ça. Je pense qu'une opportunité pour nous, c'est effectivement le travail en remote et le fait d'acter ça. C'est quelque chose qui a toujours été une option. On est très dans la synchrone, on écrit beaucoup chez Alan, on prend nos décisions par écrit, etc. Ça fait partie de notre culture. Mais au final, on avait encore seulement une minorité de gens qui étaient en full remote. Aujourd'hui, on a 3 jours après le début du confinement, notre cofondateur qui a lancé l'idée et qui a dit concrètement, on voit que ce mode de fonctionnement est possible pour nous. Il a toujours été. Est-ce qu'au retour, on ne passerait pas à un mode comme ça pas forcément full remote, parce qu'on veut continuer d'offrir l'opportunité aux gens d'avoir un bureau, mais en tout cas, l'option. Et effectivement, on a onboardé pas mal de gens qui sont dans notre ville depuis. Donc ça, je pense que c'est quand même un aspect très positif. Pour nous, c'est vrai que je pense que d'un point de vue un peu marque employeur et accompagnement des salariés, je pense qu'on a essayé d'être très proactif par rapport à ces sujets-là, de montrer comment est-ce qu'on continuait de fonctionner par quelques photos partagées en externe, etc. Et de garder finalement une attitude assez positive par rapport à la situation. Et je pense que ça reflète de notre état d'esprit habituel. Donc, je pense que d'un point de vue culture, c'est aussi une opportunité pour une boîte et du coup pour nous aussi de vraiment montrer un peu nos vraies couleurs, on va dire, comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est vrai que voilà, le fait de continuer notre vie un peu normale, comme je disais, on a onboardé 33 personnes et on a aussi fait notre processus de promotion récemment à distance, du coup, quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant et qu'on n'a pas du tout pris cette opportunité pour dire aux gens non, on va repousser le sujet, etc. On a un peu continué. Et ça, je pense que c'est assez caractéristique de la manière dont on fonctionne. Et après, c'est vrai que pour nous, spécifiquement, Alan, en tant que boîte qui travaille dans la santé, effectivement, ça a été l'opportunité de comprendre et de vraiment vivre les sujets que nos clients vivent au jour le jour. On a eu chacun l'opportunité à un moment donné d'utiliser la téléconsultation, mais c'était hyper important qu'on soit capable de comprendre cet aspect-là de notre produit. Tu parlais tout à l'heure des masques, Kevin, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'était tout simple. À la base, on a juste vu que c'était assez compliqué pour nos office managers de s'en procurer et de prévoir le retour au bureau. On s'est dit, si c'est une difficulté que nous on a, il n'y a pas de raison que nos utilisateurs et les entreprises qu'on accompagne l'aient pas aussi. Donc, on a décidé de fournir ça, simplement pour aider.
Donc voilà, je pense que effectivement de travailler dans le domaine de la santé et d'être dans une situation pareille, ça nous fait forcément aussi repenser nos priorités et réfléchir à l'aspect bien-être et au soutien qu'on peut apporter aux boîtes qui sont nos clients aujourd'hui. Jérémy, des choses que vous gardez chez Welcome pour l'après? Peut-être d'ailleurs vous débarrasser des bureaux. Alors nous, on a pris des nouveaux bureaux. L'état des lieux était le 30 avril. Donc, comme toujours, on est les rois du timing. Non, nous, je pense que c'est à deux niveaux. Déjà, nous, en tant qu'entreprise, vu notre mission d'entreprise, c'est vrai que pour nous, c'est une opportunité assez fabuleuse parce que notre mission d'entreprise, c'est devenu un sujet de préoccupation de tous, quoi. Et je pense qu'on se pose tous la question de quelle sera l'expérience de travail de demain. Et nous, je pense qu'on est, on est au cœur de ce travail. Après, sur notre organisation en tant que telle, je pense que l'opportunité, c'était déjà nous, on voit qu'on est comme on est retourné à l'agilité des débuts, à la productivité des débuts. Donc ça, je pense que c'est quand même un sujet assez clair. Et il y avait des choses qu'on souhaitait faire et c'était toujours, c'était un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Et maintenant qu'on a beaucoup travaillé, l'onboarding, on voulait le rendre en partie digital, du coup, on l'a fait. On a commencé à s'intéresser à un sujet que on a tendance à jamais traiter. En plus, nous, on a un niveau de turnover assez faible, donc en fait, on s'en préoccupait pas, mais on s'est intéressé à l'offboarding aussi. Ne serait-ce que comment en fait on gère les départs des gens, mais ne serait-ce que par exemple, nous, on a 3 stagiaires par an. En fait, c'est un peu triste de les voir partir sans que personne puisse leur dire au revoir, par exemple. Donc ces sujets-là. Et après, nous, on a une réflexion de fond chez Welcome. Parce que pour rappel, en plus, nous, notre métier, c'est d'essayer en partie de retranscrire la culture de l'entreprise par du contenu, par des photos, des bureaux, par des interviews de personnes. Donc en fait, on voit aussi que il y a peut-être un gros shift là qui se passe, c'est que quand même souvent, la culture d'entreprise, elle est hyper liée au bureau. Elle est liée à l'espace de travail, quoi. C'est l'environnement que tu crées, c'est ce que tu mets au mur, c'est l'énergie que tu vas prendre pour faire telle ou telle chose. Et d'ailleurs, les photos enfin, tout est lié à une notion physique. Et du coup, tout ça va peut-être changer. Et donc nous, en fait, on se pose beaucoup la question de ce que ça veut dire et ce que ça implique. Et comment on va pouvoir retranscrire certaines choses en dehors d'un espace physique et en dehors de rencontres aussi des équipes. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet, quoi. En tout cas, pour nous, c'est un peu au cœur de notre mission, ça nous amène beaucoup de questions. Plus de questions Super. que de réponses, d'ailleurs, pour l'instant, si on est Ouais, transparent. je pense que c'est le pourquoi de l'explosion et du succès des webinars dans tous les métiers, c'est qu'on cherche tous des réponses et on est tous dans l'incertitude et je pense que personne n'a de boule de cristal, mais ça me permet de poser la dernière question avant de passer aux questions-réponses. Si on se projette un petit peu, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais allez-y, n'hésitez pas, on ne reviendra pas dans 6 mois vous dire hey, vous avez dit ça, on a la quote du webinar. Donc, n'hésitez pas, on a le droit de se tromper. Mais voilà, tout le monde cherche à anticiper, tout le monde parle du monde d'après, ce grand nouveau thème. Selon vous, pour les RH, ça ressemble à quoi ce monde d'après? Si on prend fin 2020, début 2021, est-ce qu'il y a un nouveau focus? Est-ce qu'on lâche un peu le recrutement pour plutôt se focus sur la santé, le bien-être des employés? Est-ce qu'au contraire, il y a du recrutement parce qu'il y a beaucoup de talents qui vont être sur le marché? Enfin, voilà. Comment vous voyez un peu peut-être dans vos entreprises, puis après, au global, le focus des RH pour l'année prochaine? Marie, tu veux commencer? Tenter? Bon Ouais, courage. merci pour la patate chaude. C'est hyper, enfin, de mon point de vue, c'est hyper compliqué en fait d'arriver à répondre et même si je suis d'accord, on n'a pas une boule de cristal et donner des certitudes, c'est compliqué. En fait, là, on le voit très bien, prendre des décisions là, à 5, 10, 1 mois, c'est déjà, ça change super souvent. Déconfinement, pas déconfinement, structure, pas structure. Enfin, voilà, c'est un monde qui bouge beaucoup. Donc du coup, moi je trouve que la vraie question en fait à se poser, c'est ce que tu disais un peu, Jérémy, c'est comment est-ce qu'on s'adapte.
et comment est-ce qu'on se met dans une capacité en fait à tout le temps s'adapter, à se remettre en cause, quand on a une situation qui arrive, à se dire qu'est-ce que je fais de la situation, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que il y aura plutôt plein de micro changements. Les équipes, elles vont finalement être aussi acteurs de ces changements-là. Donc, on va chacun en fait être ramené finalement à bouger des choses. Et du coup, moi, je me dis que le rôle des RH là-dedans, c'est encore plus être au cœur du business. Donc oui, des fonctions administratives, oui, du recrutement, etc. Bien évidemment. Enfin ça, on va pas le laisser tomber évidemment. Mais c'est encore plus en fait, comme là, je trouve qu'avec cette période, il y a eu un refocus. Les managers aujourd'hui, ils sont extrêmement pris par l'opérationnel, des tas de choses à gérer, etc. Encore plus parce que du fait de la situation d'être à distance. Et du coup, les RH sont revenus aussi beaucoup plus au cœur du business. Nous, par exemple, chez nous, ils sont une équipe de 8 personnes pour 250 collaborateurs. Toutes les semaines, ces 8 personnes appellent les 250 collaborateurs de manière individuelle, toutes les semaines. Donc en France et aux États-Unis, parce qu'on a des équipes aux États-Unis, pour du coup faire le point sur comment ça se passe par rapport à la situation de confinement, ton organisation, ta charge, comment ça se passe, etc., en complément de ce que le manager fait. Comment ça se passe par rapport à l'impact sur ton organisation familiale et ton moral là-dedans, est-ce que ça va? Et ça nous a permis, du coup, déjà les RH sont revenus vraiment dans ce contexte opérationnel. Puis nous, ça nous a permis de faire des ajustements, de dire, d'aménager des horaires, de dire, tiens, toi, pendant 2 heures, on coupe tout, t'as pas de gens qui viennent vers toi pour te poser des questions, tu es focus sur un sujet. Donc, on a mis des choses au point comme ça. Et je me dis du coup que par rapport à la fin de l'année 2021, cette fonction RH encore plus au cœur du business, ça c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une certitude, ça va l'être encore plus. Mais après, te dire, est-ce que ça va être plus l'un, plus l'autre, etc. Je pense qu'on va tous être acteurs de ça. Et la grande question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va s'adapter au jour le jour, semaine après semaine, pour du coup accompagner tous ces changements qui vont continuer de se faire. Très clair. Jérémy, tu veux tenter? Passer après Marie? Ouais, non, je pense qu'il y a pas mal de choses différentes. Enfin, nous, on a à la fois le prisme d'une boîte qui crée des produits pour ces sujets et puis d'une boîte en elle-même. Nous, le premier point, c'est en tout cas, moi, j'ai toujours milité pour que le DRH ou quel que soit son titre, ce soit un poste de COMEX. Donc là, je pense que quand ça l'est pas, c'est nécessaire que ça le soit, quoi. Donc, J'en profite, Jérémy, on a une question dans le chat. ouais. Est-ce que vous avez une DRH chez Welcome? Non, pas encore, mais ça sera le cas en septembre. Ok. Voilà. Donc, je suis ravi de cette future arrivée que j'attends avec impatience. Super. Pour rien te cacher. Non, mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est un sujet clé. Et s'il y avait un doute, comme d'ailleurs il y avait un doute sur le télétravail il y a 4 mois, hein, pour rappel, le télétravail, c'était il y a 4 mois vu comme un truc potentiel à voir dans 10 ans, quoi. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Donc, il y a quand même des shifts assez fabuleux qui sont faits en peu de temps. Et après, moi, sur le sujet RH, nous déjà, notre sentiment quand même sur le sujet, c'est que le sujet va gagner une partie qui était un peu abandonnée, je trouve, à d'autres, et je n'ai jamais trop compris pourquoi, c'est la partie outils. Donc je trouve que la période n'a jamais montré à quel point c'était important d'avoir les bons outils pour travailler efficacement, pour communiquer efficacement. Et moi, bizarrement, on a toujours trouvé que les RH étaient toujours dépendants d'autres équipes, des achats, de l'IT, qui décident on va prendre ce truc-là parce que ça s'attaque plus ou moins bien avec tel ou tel truc. Et je pense qu'en sortant du confinement, cette période, on a tous vu notre vie perso et pro se mêler. Et dans notre vie perso, en fait, on a l'habitude d'utiliser des outils qui ont l'expérience la plus parfaite possible. Enfin, moi, le soir, j'utilise Netflix, j'utilise d'autres trucs. On voit bien à quel point, pour moi, hein, ça va devenir intolérable et ça aura un impact sur l'expérience professionnelle d'utiliser des outils qui sont nazes. Et je pense que c'est quand même beaucoup de notre quotidien. Donc nous, notre sentiment, c'est qu'on va être de plus en plus vers aussi un sujet RH qui va se poser la question de l'expérience candidat. Est-ce que l'expérience est bonne? Est-ce qu'elles ont les bons outils pour travailler? Est-ce que les outils communiquent bien ensemble? Est-ce que c'est une expérience qui soit au niveau de ce qu'on peut vivre dans notre vie perso? Et moi, ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses sur les outils administratifs qu'on utilise, sur les outils de communication. Je pense à un sujet, c'est la formation. C'est quand même. En fait, dans le monde RH, on vit encore des sujets qui, pour moi, sont vraiment à l'âge de pierre.
Et ne serait-ce que la formation, il y a les contenus qu'on propose à nos équipes, c'est terrible, quoi. C'est terrible, alors que le soir, eux, ils ont accès à, je sais pas, Stranger Things ou Casa de Papel. Je sais pas ce qu'est votre truc en ce moment. On a tous un. Donc mon sentiment aussi, c'est qu'il y avoir un vrai push vers des services de qualité qu'on peut proposer aux équipes et, et surtout des services qui communiquent bien entre eux et qui sont efficaces, quoi. Et qui font que les gens, en fait, s'y retrouvent, que les gens comprennent la culture d'entreprise qui se cache derrière, et que ça leur donne envie, en fait, de vivre une expérience qui soit à la hauteur de leurs attentes. Parce que sinon, en fait, ils auront le sentiment que, moi, je pense qu'ils peuvent aller ailleurs, hein. On a fait une étude, on a fait un sondage auprès de notre population de candidats là récemment. On a un peu plus de 50% des gens qui estiment que le contexte actuel leur donne envie de changer d'entreprise. Et les deux raisons principales, la première qui est une raison permanente et universelle, c'est les défauts de management. Mon manager ne sait pas gérer la situation, mais bon, ce qui est parfois aussi compréhensible, je trouve, vu le contexte. Et le second, c'est parce que l'entreprise ne met pas à disposition le cadre qu'il faut pour que je puisse en fait être à l'aise avec ce que je dois faire, etc. Et pour moi, c'est pas qu'un sujet de culture, c'est aussi un sujet. La culture, elle passe aussi, je trouve, par ce qu'on met à disposition des équipes. Super intéressant les chiffres que tu as partagés. Deb, peut-être pour finir, voilà, ta boule de cristal pour 2021. J'ai pas de boule de cristal, c'est sûr, et je suis pas sûre de forcément voir un shift hyper clivant avec aujourd'hui, en tout cas pas avec ma vision des RH. Je pense qu'il y a vraiment, un peu comme ce que Marie et Jérémy disaient là, un renforcement de la mission de conseil stratégique sur les décisions d'organisation du travail à distance, sur la santé des salariés, sur le rôle de l'entreprise face aux salariés, qui pour moi a toujours fait partie des RH, qui aujourd'hui est vraiment renforcé. C'est-à-dire que je pense que pour ceux qui avaient encore en tête business is business, les salariés, c'est leur vie perso, ils s'occupent d'eux-mêmes et on ramène les chiffres et ensuite on verra. On va arriver à une situation qui est différente à ce niveau-là, où les gens comprennent que finalement la différence entre la vie professionnelle et la vie perso, elle est la barrière est très fine, et que donc on ne peut pas ignorer les difficultés que les gens peuvent avoir au niveau psychologique, au niveau perso, etc. Et qu'il ne faut pas les ignorer, il faut les prendre en compte dans les décisions qui sont prises à l'échelle de la boîte. Donc, je pense que cet accompagnement, évidemment, les gens dont l'expertise est les RH, mais finalement tout le monde dans l'équipe doivent beaucoup plus bosser pour moi sur l'accompagnement individuel, ce que du coup Marie fait avec l'équipe chez Klaxoon, je trouve très, très chouette. Et effectivement, reprioriser ces aspects-là par rapport à d'autres sujets. Merci beaucoup. On a pas mal de questions. Et en même temps, toi, si je peux me permettre, je trouve que ça renvoie aussi à une question que je trouve assez fondamentale et qui est difficile à résoudre. C'est, je trouve aussi que le risque dans les contextes comme ça, c'est de courir très vite vers une vision paternaliste de l'entreprise et d'en revenir aussi à un schéma de l'entreprise protectrice qui prend en charge tout pour ses salariés. Et par exemple, nous, c'était un gros sujet de discussion chez Welcome, c'est aussi de savoir en fait quel est le rôle de l'entreprise dans la vie de ses équipes, de savoir en fait à quel moment on a la possibilité d'intervenir et à quel moment aussi en fait notre rôle s'efface au profit du rôle des proches et puis du contexte personnel des gens. Et je trouve, en tout cas moi par exemple, une de nos grosses questions, c'est aussi de voir comment en fait on arrive en fait à garder le bon équilibre pour éviter aussi de tomber quelque chose qui, notre sentiment sera pas sain dans le futur, parce que ça peut en plus, paternalisme, c'est une vision, on va dire, en plus plus ou moins optimiste pour pas tomber dans l'infantilisation. Et puis après, avec nous, on a vu en tout cas certaines choses où on s'est dit, bon, est-ce que c'est pas aussi rentrer vraiment trop dans la vie des gens et même d'ailleurs exercer une nouvelle forme de contrôle qui est est-ce qu'à terme ça sera positif? C'est une bonne question. Moi, je trouve en tout cas que cette frontière, elle est pas évidente à maintenir. Ouais, exactement.
Si je peux me permettre, je pense que ça passe aussi par la priorisation des sujets. C'est-à-dire que, effectivement, quand on a un peu essayé de faire l'état des lieux des besoins de l'équipe, même tout ce qui était besoin un peu en équipement, bah forcément, la liste des choses qui peuvent manquer, elle est longue. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la chose où voilà, on pense qu'il y a le plus de liens entre l'entreprise et le salarié. Et donc, par exemple, voilà, sur les choses qu'on aurait pu fournir, on s'est dit une chaise de travail, c'est hyper important. Alors oui, du coup, on offre une chaise de plus à la personne et ça rentre dans sa maison. Techniquement, c'est peut-être un support qu'on n'est pas obligé d'apporter, mais on pense que concrètement, c'est aussi un service qu'on se rend nous en tant qu'entreprise, d'être sûr que la personne, sur le long terme, elle est capable de travailler dans des bonnes conditions, etc. Mais je suis d'accord avec toi, Jérémy, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ça et surtout ne pas s'inviter dans la vie des gens quand c'est pas demandé. Être disponible et surtout être là pour répondre s'il y a besoin, c'est effectivement pas la même chose qu'être intrusif, ça c'est sûr. Super. On a beaucoup de questions, donc on ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais j'essaye de faire le tri. Il y en a pas mal qui reviennent sur le retour au bureau et la nouvelle question du devenir des locaux d'entreprise dans un contexte où on va sûrement y passer moins de temps. En tout cas, c'est la question de Ruan et Antonin aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui envisagent la possibilité de tirer parti de la crise pour passer à une organisation entièrement à distance, plus de bureau du tout, ou juste louer un lieu de travail ponctuellement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage chez Klaxoon et Welcome? Deb, on a déjà parlé un petit peu, donc peut-être chez Klaxoon, Marie. Alors, du full remote, les 250 membres d'équipe, non, je pense pas. Okay. D'autant plus que les locaux que l'on a, donc le Klaxoon Campus, qui est vraiment le siège social à Rennes, et puis on a un Klaxoon Store, par exemple, à Paris, qui est un lieu d'accueil. En fait, c'est des lieux qu'on a pensés physiquement représentatifs de ce qu'est la plateforme aussi cloud, donc du produit que l'on a. Donc, c'est des lieux en fait qui facilitent aussi le changement de posture dans le travail, le fait de mieux partager, le fait de prendre des décisions, etc. Donc c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement des questionnements sur. On avait déjà une forte population d'équipes qui étaient à distance. Moi, je le suis par exemple 3 fois par jour, 2-3 jours par semaine, je suis ici là du Morbihan et 2-3 jours par semaine à Paris, au bureau à Rennes, enfin où il faut être. Donc ça, on a beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Donc ça, je pense que ça va se transformer. Moi, j'y vois une opportunité aussi d'arrêter, t'en parles un petit peu, Jérémy, de ce côté présentéisme, qui, je trouve, alors ça s'est accéléré, il y a des barrières qui sont tombées, mais je pense que on va voir quand ça va se réouvrir les entreprises, quand on va chacun trouver des moyens de pouvoir ouvrir. C'est pas tout de suite. Toi, tu disais, Jérémy, 1er juin, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, je prie pour que ce côté présentéisme, parce que ça fait 10 ans que je le combats, donc je pense que oui, ça va s'améliorer. Donc en fait, ce côté full remote, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi à voir par rapport aux équipes. Je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est un article qui est sorti dans les Échos il y a 10 jours. Il y a une étude que Gartner a fait qui est intéressante. Il disait qu'il y avait, alors c'est aux États-Unis, on sait souvent que les États-Unis font des choses un petit peu en avance de phase. Il disait que 300 directeurs financiers d'entreprise avaient déclaré qu'ils comptaient déjà laisser 10 à 15% de leur population en full remote. Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui réfléchissent. Nous, chez Klaxoon, ça va certainement s'accentuer encore plus. Du full remote, je ne pense pas pour les raisons du coup, voilà, parce que c'est aussi des lieux où on accueille les clients, où on travaille avec eux sur les postures. Ça a aussi il y a un sens aussi derrière tout ça. Très clair. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Tu nous as dit que vous retournez au bureau le 1er juin. Oui, sur ce sujet, nous, c'est vrai qu'on attendait, en tout cas nos équipes, elles étaient très impatientes de calendrier et de dates précises. Donc c'est vrai qu'on a essayé de mettre ça en place pour qu'ils puissent le faire. Donc tout ça est sujet à plein de choses, on sait tous. Après, pour les bureaux, nous, on n'a pas prévu de pas en avoir. Moi, je suis un amoureux des bureaux. J'adore ce concept. Je trouve que il est passionnant. Nous, on est, en fait, en le disant, je me rends compte qu'on est fan de faire des études sur plein de choses. Mais il y a 6 mois, on a démarré un travail avec Vitra, qui est un concepteur, enfin un éditeur de mobilier
en Suisse, sur justement quel serait l'espace de travail de demain, et en fait de limiter, on va dire, la place traditionnelle du desk avec d'autres types d'espaces. En fait, d'ailleurs, il faut qu'on revoie une bonne partie de tout ça avec les enjeux actuels. Mais nous, en fait, on aime bien le concept de hub dans lequel les gens peuvent venir se retrouver, discuter. Nous, en tout cas, en fait, chez Welcome, je pense qu'on avait une culture très orale. Donc d'ailleurs, tout le sujet, d'ailleurs, c'est de montrer que la culture, elle doit aussi être écrite quelque part parce que pour qu'elle puisse vivre et pas être déformée. Mais nous, c'est vrai nous, moi, j'ai des équipes où j'ai des journalistes, j'ai des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs. C'est des gens qui ont besoin de se parler pour avancer. D'ailleurs, je pense qu'on a tous besoin de ça. Et en fait, on essaie de voir aussi comment on peut créer des bureaux qui permettent de le faire. Puis maintenant que j'ai des beaux de 9 ans dans Paris, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça Donc permet voilà. de- Moi, mon inquiétude, c'est plutôt, on voit qu'il y a plein d'entreprises qui, enfin, aux US, je pense qu'il va y avoir une tendance à réduire les coûts Du coup, ouais. en prétextant de la modernité dans l'organisation. Toi, l'étude que tu cites, Marie, moi, je trouve ça terrifiant que des directeurs financiers choisissent un mode d'orga. Je trouve que toute la phrase est terrifiante, Ouais. même si Après, c'est la réalité, c'est pour ça que j'ai c'est fait aussi ce type de intéressant de métier. l'écouter, quoi. Mais c'est vrai Ouais, que. bien sûr. Mais du coup, il y a un biais. Enfin, j'ai fait ce métier avant, donc en plus, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais je pense qu'il va y avoir un biais très clair parce que en fait, on a identifié une potentielle source économique qui est très importante. Et c'est peut-être un moyen aussi positif de dire, en fait, on va aller vers plus de télétravail. Enfin, je pense qu'on peut voir le verre à moitié plein aussi, quoi. Ouais, à propos de ça, on a une très bonne question de Daniel qui était tout à fait d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure et ce que tu disais, Jérémy, sur le rôle stratégique des RH et le fait qu'il devait être au COMEX, etc. Pour autant, il a un petit doute, c'est est-ce que les prochaines décisions ne vont pas être impulsées par l'équipe finance au vu de la crise et est-ce que du coup, je reprends ces mots, est-ce que les ressources humaines ne vont pas être reléguées à nouveau au fond de la classe? Est-ce que, Jérémy, tu as quelque chose à répondre par rapport à ça, vu que tu parlais un peu de la vue US? Est-ce que tu penses que ça peut être le cas ici aussi? Est-ce qu'il Bah, va y avoir un combat finance RH? sûrement. Sûrement. Déjà parce que naturellement, on a tendance à protéger nos équipes et que un sujet dont on parle encore peu en France, parce que je pense qu'on maintient la situation de manière artificielle, c'est quand même les licenciements. Personne n'en parle trop parce que il y a le chômage partiel, mais ça va arriver. Donc moi, mon sentiment, c'est quand même la plupart des mesures qui vont être prises pour que les entreprises vivent, en fait, peut-être que c'est certaines personnes qui ont décidé, mais à la fin de la journée, ce sont les équipes RH qui devront les appliquer, qui seront sur le sujet. Donc pour moi, c'est la meilleure manière aussi de prendre la parole et de dire, écoutez, si vous voulez qu'on fasse tout ça, puisque, moi, j'ai un respect pour ceux qui font à la fin, quoi. Et clairement, sur le terrain, on le voit, c'est flagrant, ce sont les équipes RH qui le sont. Donc, nécessairement, je pense que la voix au chapitre, elle est importante. Historiquement, toutes les grandes avancées RH qui ont été faites, et ça, c'est une vérité absolue, elles ont été faites pendant des crises. Les innovations de comportement, les grands shifts, tous ces changements ont été faits pendant la crise. Même aux US, hein, les grosses innovations marque employeur et le sujet du bien-être, il n'est pas venu parce que les boîtes souhaitaient s'en emparer, hein. Il est venu parce qu'elles n'arrivaient plus à recruter et du coup, elles se sont senties obligées de surinvestir dans ce sujet-là. Donc moi, je pense que ça peut être un bon terreau pour mettre ça en avant. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est que les équipes puissent le faire et d'avoir. Désolé. J'avais calé ça bien sur mon volant, Ouais, mais ça marche pas à tous les coups. Après, j'espère aussi que les différents dirigeants auront ce type d'écoute. En tout cas, par exemple, moi, ça me paraît naturel d'accorder une place prépondérante à ceux qui vont
en tout cas à minima, exécuter une très grande partie de ce qui va être fait ces prochaines semaines. Par exemple, pour le chômage partiel, nous, on a beaucoup de chance, hein, donc j'évoque le sujet avec vachement d'humilité parce qu'on ne l'a pas mis en place chez Welcome. Mais en tout cas, nous, de tous les échos qu'on a eu d'entreprise, la plupart des dirigeants, ils étaient complètement perdus sur le sujet. Et ceux qui avaient des équipes RH, c'est des équipes RH qui ont tout géré. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous n'avez pas ça? Et du coup, nécessairement, il faut de l'adhésion, il faut un plan qui soit fait en cohérence avec tout le monde. Et si c'est bien fait, on voit la valeur énorme que ça crée, quoi. Le sujet en ce moment, c'est l'engagement. Vous avez des gens chez vous, il y a une énorme différence entre une boîte qui va réussir à convaincre les gens d'être à 100% et à ceux qui vont être à 30 ou 40%. Et en fait, à la fin, au bout des 5 mois, l'écart, c'est x2, c'est x3, c'est x4 par rapport à d'autres boîtes, c'est x4 par rapport à vos concurrents en termes d'énergie. Vous voyez, ma plus grande fierté, par exemple, c'est le produit qu'on a sorti, Welcome Home, là, on va dire que je définis comme un intranet qui a pour vocation de fonctionner, lui, pour une fois. On devait le sortir en septembre, là, on l'a sorti en avril, parce que justement, et d'ailleurs, je ne m'attribue pas du tout le succès, c'est le succès des équipes concernées qui ont réussi à s'impliquer pour sortir le truc en avance. Et en fait, d'être à la hauteur de la situation, quoi. Et je pense vraiment que les équipes RH, si elles arrivent à créer ça, c'est un moteur qui est extrêmement puissant. C'est un moteur extra-financier qui, derrière, a des grosses externalités financières parce que c'est ce qui va vous faire réussir. Ouais. Marie, tu es d'accord avec cette analyse? Et après, on finira avec Deb. Je suis sûr que tu veux nous parler de la prochaine guerre avec Paul chez nous en finance. Moi, j'ai juste envie de citer Charlotte. Là, je regarde dans les Oui. commentaires en même temps et je trouve que c'est génial Non. ce que vous avez écrit, Charlotte, si je peux me permettre. C'est l'importance des RH a été mise en lumière par cette crise. Notre parole est donc plus impactante aujourd'hui. Profitons-en pour la prendre et crier haut et fort ce que nous souhaitons défendre et mettre en place. Et je trouve que ça résume bien ce que tu dis, Jérémy. Et moi, je trouve que en fait, ça révèle aussi les RH. Elles ont toujours, enfin, la fonction RH, elle a toujours eu un vrai rôle stratégique au niveau du management, etc. Et ça ne va pas changer parce que ce qui fait le cœur, alors Jérémy, tu parlais beaucoup des locaux, ce qui fait aussi le cœur de la culture et de pourquoi ça avance, c'est l'humain. Donc en fait, je pense que ça va faire que le renforcer et que, effectivement, comme vous dites, Charlotte, je trouve que c'est assez bien résumé, que faire en sorte d'avoir un peu plus de place et de pas avoir qu'une vision de l'entreprise, soit le côté finance, soit le côté sales, etc., mais d'avoir vraiment le côté global, en fait, et surtout l'humain au cœur. Je pense. Deb, pour conclure. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui peut aider, c'est surtout de se mettre d'accord sur plusieurs hypothèses avant d'engager les discussions qui finalement sont parfois, ou les décisions qui peuvent être prises sous le coup de la peur, de l'émotion, du fait d'être confronté à la situation par surprise. Et je pense qu'on a un peu essayé de faire ça de notre côté, d'envisager plusieurs scénarios et de se mettre d'accord sur ces scénarios-là en amont. Et je pense que ça peut beaucoup aider justement les différentes équipes qui ont besoin de se synchroniser, donc les équipes finance, RH, sales, etc., de finalement se dire ok, on se met d'accord sur si on est sur ce scénario-là, alors on peut continuer business as usual. Si on est sur ce scénario bis, là par contre, effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je pense que dans cette anticipation des différentes possibilités, puisque du coup aucun de nous a de boule de cristal, on est capable de mieux anticiper, de se mettre d'accord. Et effectivement, je vous rejoins évidemment, Marie et Jérémy, sur ça. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur l'engagement. Parce qu'effectivement, la solution, elle est pas tout le temps financière. Encore une fois, avec la même humilité que Jérémy, parce qu'on n'est pas dans une position où on a eu à faire de chômage partiel chez Alan. On est assez chanceux par rapport à ça. Mais effectivement, je pense qu'avoir des équipes engagées, c'est hyper puissant. Et peut-être avec un peu de naïveté, je pense que ça se joue parfois à très peu. On a fait une rétro donc pour regarder un peu ce qui s'était passé sur le mois passé. On fait ça tous les mois chez Alan. Et j'étais hyper ravie de voir que dans les choses qui avaient été notées comme très positives, c'était 2 messages envoyés par nos cofondateurs dès le début du confinement en disant aux gens de prendre leur temps, de se soutenir les uns les autres, etc. C'était un message qui était hyper positif
Et je pense que ça résonne encore énormément dans l'oreille des Alaners. Et c'est hyper puissant dans un moment où justement, il y aurait pu avoir panique, peur, se pointer du doigt, faire plein de choses de pas très productives. Je suis persuadée qu'on peut arriver à garder un niveau d'engagement qui a un vrai impact sur la productivité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Je vois qu'on est encore 200 alors qu'on a dépassé le temps. Merci à tous et à toutes. Merci pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais Benjamin, Marion, spectateur anonyme, Lucas, on va les garder. Je les transférerai et, à Marie, Jérémy, Deb, et on essaiera dans le récap de les traiter si elles ont un lien avec le thème. Mais en tout cas, merci beaucoup de les avoir posés. Merci Marie, merci Jérémy depuis la voiture, merci Déborah d'avoir participé, d'avoir pris le temps. Merci à vous. J'espère que la Merci beaucoup. fois, peut-être rendez-vous sur un webinar ou peut-être rendez-vous dans nos locaux, on le fera en physique. On verra, avec tous des masques et 4 mètres de distanciation. On verra, l'avenir nous le dira. On en rêve. Merci à tous. Merci pour vos messages dans le chat. Je vous les lis si vous ne voyez pas les conférenciers. Merci à tous, vous êtes top. Merci pour ce chouette échange. Super voiture, Jérém. Non, je rigole. Donc voilà, merci à tous. Et donc, du coup, en next step, on rédige le récap, on met en ligne l'enregistrement. Et on vous envoie un email pour vous envoyer tout ça, pour que vous puissiez le partager à vos équipes, que vous puissiez le partager à votre CEO pour dire, tu vois, ils ont raison, il faut que je sois au COMEX. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu être là du début à la fin, pour revoir tout ça. Vous pouvez retrouver bien sûr Marie et Klaxoon sur LinkedIn. Ils font des lives super intéressants. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a qu'eux qui utilisent le live aussi bien sur LinkedIn, vu que c'est une nouvelle fonctionnalité. Et vous pouvez retrouver Jérémy et les posts de Welcome to the Jungle sur Insta, sur les réseaux sociaux, sur la newsletter qui est super bien fichue, qui est moi ma source d'inspiration côté RH. Et je crois aussi, Jérémy, que tu as été dans un podcast récemment, le podcast Growth Makers de Gabriel, où tu parles des impacts aussi sur la croissance. En tout cas, moi, le côté marketing, c'était super intéressant. Et vous pouvez retrouver Alan et Déborah sur Twitter et sur nos réseaux sociaux et sur notre blog.alan.com, où on partage beaucoup en ce moment sur notre culture d'entreprise et sur la gestion des prochaines semaines. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Ciao. Merci. Merci, salut. Bye bye. Ciao. Salut. Ciao.